Voilà, bon, ça va arriver au fur et à mesure. Tout est enregistré, donc les retardataires auront droit à leur petite séance de rattrapage. Il n'y a pas de problème. Voilà, merci à tous en tout cas pour votre présence. Avant de démarrer, je voulais qu'on prenne un petit moment pour diffuser un message donc du député Yannick Neuder, qui n'a pas pu être parmi nous aujourd'hui. Il est pris par son emploi du temps chargé à l'Assemblée nationale, notamment par les discussions budgétaires. Donc on va passer une petite vidéo donc du docteur Yannick Neuder. J'aurais voulu vraiment être parmi vous pour ces journées d'enseignement post-universitaire. Je voudrais surtout m'excuser auprès de votre président Mathieu Del Rio et puis surtout saluer Lionel Collet, le président de la Haute Autorité de Santé, avec qui vous allez pouvoir échanger. Je sais que ces journées sont importantes pour vous sur cet enseignement post-universitaire. On a besoin de se retrouver entre professionnels. Vous êtes plus de 1000 à pouvoir exercer vos talents pour améliorer le quotidien de nombreux patients. En tout cas, je sais que vos journées sont bien garnies, vous réfléchissez à l'enseignement, vous réfléchissez à l'offre de soins, vous réfléchissez également à la constitution d'un ordre. C'est des éléments importants et moi, en tant que rapporteur général du projet de loi de finances de la sécurité sociale qui m'empêche d'être parmi vous, eh bien, je resterai très attentif à vos travaux et à vos attentes. Donc, dans l'attente de vous retrouver lors des auditions du PLFSS, je vous souhaite de bonnes journées de travail. Alors on peut remercier le docteur Yannick Neuder. Un grand merci pour ce message. Comme vous le savez, il est rapporteur général du projet de loi de finances de la sécurité sociale en 2025. Autant vous dire que c'est l'un des rôles clés dans les discussions budgétaires. Il orchestre et échange et porte les ajustements des principaux textes. Pendant toutes les sessions parlementaires autour du PLFSS, il a su se montrer à l'écoute et je tiens à le remercier pour la confiance qu'il accorde à notre collège et à notre profession. C'est essentiel pour nous de cultiver cette relation avec les pouvoirs publics. On aspire vraiment à être un partenaire de référence pour faire avancer notre pratique, toujours dans une logique de qualité et d'éthique, deux piliers fondamentaux de notre collège. En parlant d'acteurs engagés pour notre profession, je voudrais maintenant remercier notre prochain intervenant, une personnalité qui a énormément contribué à l'audiologie en France et au service des patients. Que ce soit comme praticien au service d'audiologie des Hospices civils de Lyon, comme chercheur au CNRS, ou encore dans ses nombreuses fonctions politiques, dans les ministères, au Conseil d'État et maintenant à la Haute Autorité de Santé, il n'a jamais cessé de travailler pour améliorer notre système de santé. C'est donc avec un immense plaisir que je vous invite à accueillir sur scène le professeur Lionel Collet, président de la Haute Autorité de Santé, pour le discours d'ouverture de cette matinée d'enseignement post-universitaire 2024. Bien, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, c'est toujours avec plaisir que je me retrouve devant le milieu des audioprothésistes et aujourd'hui devant votre PU. Alors, un des rares privilèges de l'âge, c'est que je me souviens du premier OPU à la fin du siècle dernier. À l'époque, il paraissait peu concevable que des audioprothésistes osent organiser une formation pour les audioprothésistes, surtout avec un statut dit enseignement post-universitaire. Et je peux vous dire que ça ne s'est pas fait dans la facilité, et c'était à l'initiative du président de collège de l'époque, Xavier Renard. Et parmi ce qu'il a apporté, à mon avis, à la profession, il y a effectivement la création de cette EPU qui, année après année, attire de plus en plus de monde. La position, effectivement, qui a toujours été la mienne à Lyon, c'est de considérer qu'il revenait aux professions de piloter leur profession. Et donc, nous avons effectivement créé à Lyon un diplôme dédié uniquement aux audioprothésistes, qui était le premier DU dit d'audiologie audioprothétique approfondie. Et puis, je suis très heureux de dire que mon successeur a été effectivement audioprothésiste à la tête de l'école d'audioprothèse parce que il faut que les audioprothésistes, à condition qu'ils aient la formation, les compétences, notamment académiques, puissent accéder aussi à ce type de fonction. Là, je suis ici avec une autre casquette, qui est celle de président de la Haute Autorité de Santé, et je voudrais vous dire les points de rencontre entre votre milieu et la Haute Autorité de Santé, très rapidement. La Haute Autorité de Santé, elle a trois grandes missions. Il y en a une que je vais évacuer tout de suite, c'est la certification des hôpitaux, enfin des établissements de santé, et l'évaluation des 41 000 établissements sociaux et médico-sociaux, même si ceux qui s'occupent de sûreté de l'enfant sont concernés, puisque les CAMS sont dans le cadre, effectivement, des établissements médico-sociaux évalués indirectement par la HS. Je voudrais m'arrêter sur les deux autres grandes missions, qui sont l'évaluation des produits de santé à des fins de remboursement et l'élaboration de recommandations de bonnes pratiques.
L'évaluation des produits de santé, ça veut dire qu'il nous revient d'évaluer effectivement les appareils auditifs, à condition qu'ils soient déposés, ce qu'on appelle sous un nom de marque. Alors nous avons d'un côté tout ce qui est implantable, qu'il s'agisse de l'implant cochléaire, des prothèses à ancrage osseux, tout cela, nous sommes amenés à l'évaluer. L'évaluer pourquoi ? L'évaluer pour être certain qu'ils apportent un service aux patients, savoir comment est ce service par rapport à d'autres produits comparables sur le champ, et derrière permettre qu'il y ait ou non un remboursement et une prise en charge par l'assurance maladie. Et ensuite, ce n'est pas nous qui négocions le niveau, non pas de la prise en charge, mais le coût du produit. Donc nous sommes là pour dire si le produit est soumis à remboursement, il faut, par la loi, un avis préalable de la Haute Autorité de Santé. Et qui est un avis, n'est pas une décision, mais qui est très vite contraignant pour le pouvoir public. Alors, en ce qui concerne les appareils auditifs conventionnels, nous les examinons ce qu'on appelle sous générique, c'est-à-dire que c'est un grand groupe, il y a un cahier des charges qu'ils doivent remplir. Nous n'avons pas d'appareil auditif qui se démarque et qui dit « moi, je veux être évalué comme cela, à titre de mon appareil ». Je le regrette. Je le regrette, mais il est vrai que ça signifierait que cet industriel considérait que son appareil, qu'il aurait des moyens de démontrer que son appareil est différent des autres et qu'il a un apport par rapport aux autres. Puisque vous faites une journée sur le bruit, ça voudrait dire qu'il pourrait démontrer que ses performances sont véritablement meilleures que d'autres dans le bruit. À ce jour, je n'ai jamais vu un appareil de prothèse auditive déposé sous ce qu'on appelle sous nom de marque. On va aller un petit peu plus loin. Nous évaluons également tout ce qui est le numérique à des fins de santé et de remboursement. Et quand on va jusqu'à ce numérique, on va jusqu'aux applications. Et vous savez très bien qu'il y a aujourd'hui, non pas un débat, mais une question sur l'arrivée d'applications sur nos smartphones qui auraient la capacité de corriger l'audition. Je n'ai pas encore vu d'appareil, mais à supposer que cette application, ou plutôt que l'industriel derrière cette application ait le vœu de demander un remboursement, nous serons tenus par la loi d'expertiser cet appareil pour donner un avis. À ce jour, je n'en ai pas encore vu. Je voudrais aborder un deuxième volet, les recommandations. Nous travaillons sur deux types de recommandations aujourd'hui, enfin les groupes de travail sont plus exactement sur deux types de recommandations qui vous concernent. Une actualisation d'une recommandation sur la prise en charge de la surdité de l'enfant, et aussi et surtout pour beaucoup plus d'entre vous, une recommandation sur la prise en charge des acouphènes invalidants, et je sais qu'il y a dans cette salle des personnes qui contribuent à l'élaboration de cette recommandation. Il faut que vous sachiez qu'il y a un souhait que j'entends par beaucoup que nous puissions travailler sur la prise en charge, une recommandation sur la prise en charge des personnes, de la perte auditive des personnes âgées de plus de 60 ans. Nous avons eu une saisine dans ce cadre-là. Et la particularité de la HAS, nous ne sommes pas une agence sanitaire, nous n'avons aucune tutelle ministérielle, nous sommes une autorité publique indépendante, c'est nous et nous seuls qui décidons de ce que nous inscrivons ou non à notre programme de travail. Mais vous pouvez l'imaginer, nous avons beaucoup plus de demandes que de capacités. Et ne serait-ce que chaque fois qu'il y a une saisine, nous examinons d'abord la saisine, nous l'instruisons. Est-ce qu'il y a des éléments nouveaux? Est-ce que vraiment les données de la littérature justifient que nous allions vers cette recommandation? Et nous faisons ainsi un premier tri. Et nous arrivons avec encore beaucoup plus de saisines que la capacité que nous avons à les traiter. Nous déciderons dans les tout prochains jours, c'est-à-dire à la fin du mois de décembre, si nous retenons ou non une recommandation de bonne pratique. Enfin, nous acceptons d'engager dans notre programme de travail l'élaboration d'une recommandation de bonne pratique sur la perte auditive des personnes de plus de 60 ans. Ne croyez pas que je cherche à vous cacher quelque chose, je ne sais pas à l'heure qu'il est ce que nous allons décider, parce que c'est une décision du collège de la HAS, nous sommes 8 membres, et à la vue de l'ensemble des demandes qui nous sont formulées. Mais je pense que c'est la première fois qu'arrive à un tel niveau d'avancement, une demande de recommandation dans votre domaine. Et puis, je voudrais enfin dire que ce qu'on est dans un EPU, vous êtes là pour votre formation, pour actualiser vos connaissances, pour aller le plus loin possible, dans l'intérêt, bien évidemment, du malentendant et des personnes qui souffrent de troubles auditifs. Il faut que vous sachiez, et vous le savez, qu'il y a ce qu'on appelle le DPC, le fameux développement professionnel continu, qui est une obligation triennale qui s'impose à vous. Vous savez aussi qu'il existe la certification périodique des professionnels de santé, qui est censée être mise en place depuis le 1er janvier 2023, mais on attend encore quelques textes. Il vous a pas échappé qu'il était assez difficile en ce moment de sortir tous les textes nécessaires. Mais ils sortiront. Ils sortiront et vous n'êtes pas concernés. Vous n'êtes pas car ils ne concernent que 7 professions de santé. Les médecins, les pharmaciens, les dentistes, les sages-femmes,
les infirmiers, les masseurs-kinésithérapeutes et les pédicures-podologues. En d'autres termes, les 7 professions qui ont un ordre professionnel. Et l'ordre professionnel est indispensable pour qu'il y ait certification, puisque seuls les ordres vont vérifier le respect des obligations de certification professionnelle par le professionnel. Ce qui veut dire que vous pouvez dire, c'est pas très grave, on ne sera pas certifié. Vous avez raison. Sauf que très vite, il va y avoir 2 catégories de professionnels de santé. Les professions qui sont certifiées, dans lesquelles il y a une garantie, non seulement pour les pouvoirs publics, mais pour les patients de qualité, parce qu'ils sont certifiés tous les 6 ans, et les autres, qui continueront des formations, qui continueront le DPC, mais qui n'auront pas cette certification. Je sais que vous avez une discussion actuellement sur la nécessité ou non d'un ordre, c'est un débat chez vous, mais j'apporte également comme élément le fait que ça vous ouvrirait cette certification. Et puis, depuis quelques jours, on a besoin d'un ordre pour autre chose. Le PLFSS, ce projet de loi de financement de la sécurité sociale, tel qu'il a été adopté par le Sénat et en commission mixte paritaire, en attendant le vote définitif, comporte un article qui dit que pour saisir la Haute Autorité de Santé, pour des demandes d'actes professionnels, c'est-à-dire imaginez qu'il y a un acte que vous souhaitiez voir à la nomenclature, vous pouvez me dire, c'est pas encore notre problème, ça le deviendra. Lorsque sont arrivées les auto-émissions acoustiques, elles n'étaient pas inscrites à la nomenclature. Et pourtant, des praticiens réalisaient des auto-émissions, et la question, c'est comment les coter. Eh bien, cela, c'est aussi une mission de la Haute Autorité de Santé qui doit donner un avis sur tous les actes professionnels avant qu'ils soient mis ou non au remboursement reconnu sur la liste des nomenclatures. Jusqu'à ce PLFSS, et sous réserve qu'il soit adopté, seul le ministère, l'assurance maladie et les industriels, car derrière un acte, il y a souvent un appareil, pouvaient demander à la HAS qu'elle puisse instruire cet acte. J'insiste sur le « puisse » parce que la décision, c'est encore une fois la HAS qui la prend. Mais il pouvait nous saisir. L'amendement, tel qu'il a été adopté, a ajouté les ordres professionnels. C'est-à-dire, et citant nommément, les 7 ordres professionnels de santé. C'est-à-dire que les 7 professions que je vous ai citées pourront demain demander à la HAS d'instruire une demande d'inscription d'un acte à la nomenclature. Les audioprothésistes ne le pourront pas. On peut me dire, il n'y a pas d'acte aujourd'hui, je vous dis, il y en aura un jour, et ils ne le peuvent pas uniquement parce que vous n'avez pas d'ordre. Donc c'est à mon sens un deuxième argument pour vous, pour réfléchir aux ordres. Et puis le dernier message que je voudrais vous faire passer, pour bien connaître votre profession, il manque un organisme à votre profession. Vous êtes quand même un des très rares que je vois qui a, de manière des syndicats, ce qui est normal, et avec des syndicats très actifs, qui a d'autre part un collège, on est ici, mais qui n'a pas une société savante. Alors on me dit, oui, mais le collège fait fonction. Quand on regarde les conseils nationaux professionnels, quels qu'ils soient, il y a toujours les 3 aspects. Syndicats, les enseignants et une société savante. Vous ne pourrez pas faire l'économie d'une réflexion sur la création ou non d'une société savante propre à votre profession. Cela étant, je n'irai pas plus longtemps. Vous avez un très beau programme et je me réjouis de revoir des têtes que je n'avais pas vues depuis longtemps. Et permettez-moi des messages personnels. C'est de voir que dans le programme, il y a beaucoup d'anciens de Lyon et du laboratoire de CNRS que j'avais eu l'honneur de créer. Et j'en retrouve ici. Et je sais qu'ils seront là parmi les intervenants. Bonne journée à tous. Bonne EPU. Félicitations, Monsieur le Président.